Salutations à toutes et à tous. Alors voilà ce qui se passe. J'ai enfin vu le film Vaincre ou mourir. Je voulais me faire mon opinion personnelle avant d'en parler de ce film parce que je suis pas pour suivre la meute entre guillemets, dire voilà si des gens pointent du doigt cette personne pour telle ou telle raison, bah, il faut le faire aussi parce que forcément il se passe quelque chose de réel ou quoi. Donc je voulais me faire mon opinion. C'est toujours ce que je fais de toute façon en matière de cinéma ou de culture, etc. Je ne m'autorise pas à donner un avis sans avoir vu, lu, entendu, etc. Parce que je comprends pas pourquoi on ferait ça. Donc j'ai vu le film Vaincre ou mourir, et finalement, de moi-même, j'y ai trouvé certaines choses qui ont été relevées par la critique et les spectateurs qui alimentaient cette polémique autour du film, et de son orientation politique, politisée, supposée. Donc vraiment, moi, ce film m'a mis mal à l'aise pour plein de raisons que peut-être je vais expliciter au fur et à mesure que je réagirai à cette critique de Dirty Tommy que j'avais déjà vue avant de voir le film, mais que je revois après avoir vu le film et ça me rend dingue, en fait. Enfin, sa critique est complètement incroyable. J'ai commencé à la revoir et j'étais trop halluciné face à la teneur de ses propos. Je me suis dit, bon. Bah, je vais réagir en direct, ça me permettra, enfin en direct, en une prise, ça me permettra d'avancer, selon moi, ce qu'on peut trouver dans le film et de souligner à quel point sa critique, sa façon d'exprimer les choses est lunaire. Enfin, vraiment, je trouve ça lunaire. Donc c'est parti, on l'écoute et je réagirai au fur et à mesure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, critique de Vaincre ou mourir. Film français sorti donc le 25 janvier, qui est toujours en salle actuellement et qui grimpe en termes d'entrée malgré la polémique qui a enflé autour de ce film, mais c'est juste incroyable, cette polémique voilà, qui est née en même temps que la sortie du film. S'il n'y avait pas eu cette polémique, est-ce qu'on en aurait parlé? Je ne suis pas certain. Alors, dans cette vidéo, évidemment, on va évoquer la polémique, tout ça, les chiffres et compagnie, vous dire un peu ce que je pense de tout ça, et dans une deuxième partie, parler un petit peu plus du film, sans trop spoiler, sans trop tout raconter, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne l'ont pas encore vu. Alors, le pitch, rapidement, 1793, voilà 3 ans que Charette, ancien officier de la marine royale, s'est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde. Ils font appel aux jeunes retraités pour prendre le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique. Alors, première chose, qui n'est peut-être pas due à Dirty Tommy, mais au résumé qu'il a trouvé et qu'il lit, euh, c'est vide de sens en fait. Dans le pays, chez les paysans, la colère gronde. D'accord. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. La colère gronde chez les paysans. Du coup, ils ont besoin d'un chef. Donc en fait, il s'avère que dans le film, la colère va gronder parce qu'il y a l'armée de la République qui vient dans les terres vendéennes, etc., pour recruter, enfin pour conscrire, voilà, pour forcer les fils, les jeunes hommes, etc., à aller faire la guerre. Ce qui ne plaît pas aux paysans, qui, on le voit dans le film, ont besoin de bras, c'est ce qu'ils disent, pour faire tourner leurs exploitations, pour s'occuper de leurs champs, de leurs élevages, etc. Donc ce qui fâcherait, en fait, ces paysans, c'est le fait qu'on vienne leur retirer leurs enfants, leurs fils. Et il y a notamment une scène durant laquelle, au début du film, les représentants de l'armée, de la République, etc., viennent chercher les fils, durant laquelle il y a une rébellion, etc. Non, prenez pas mon fils, c'est pas cool, machin. Et pan, il y a un soldat qui tire, et un des fils est tué. Et ça déclenche une émeute, voilà, et ça part en vrille, en cacahuète, et les paysans se révoltent, chassent les soldats de la République et vont chercher Charette pour lui dire faut que tu nous mènes à la bataille parce qu'on n'est pas content, etc., etc. C'est un truc ça fait partie des problèmes du film, à mon sens, pour la cohérence du récit, la logique du récit. C'est-à-dire pourquoi ces paysans qui ne veulent pas perdre des bras et qui ne veulent pas qu'on envoie leurs fils à la guerre vont choisir de faire la guerre et donc abandonner leurs exploitations agricoles et prendre le risque de se faire massacrer. Ce qui, bien entendu, va arriver. Bon, c'est pas grave, on reviendra plus tard là-dessus, on continue.
et un fin stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et enfants, dont il fait une armée insaisissable. Le combat pour la liberté ne fait que commencer. Alors, C'est-à-dire que, voilà, moi ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'il fait de cette guerre un combat pour la liberté en amenant derrière lui femmes, enfants, vieillards, handicapés, tu vois, tout le monde quoi. Tout le monde va aller faire la guerre derrière Charette. C'est-à-dire que ce qui les a révoltés, selon la diégèse du film lui-même, c'est le fait que l'armée vienne chercher les fils pour aller à la guerre, pour protéger la France, la République, etc. Ils n'étaient pas d'accord. Non, on a besoin de nos bras pour... Et puis finalement, il y a une émeute, il y a une révolte, on chasse les soldats de la République répond et devient menaçante, et du coup on part en guerre, et du coup tout le monde va crever. Je comprends pas, Charette, je comprends pas ce personnage. Et pourquoi il les a... Alors pourquoi il les a emmenés au combat? C'est parce qu'il a eu un moment Marty McFly, c'est-à-dire qu'au début du film, les paysans viennent le chercher en mode ouais, lui c'est un général, il connaît la guerre, il a l'art de la guerre, de la stratégie et tout. On a besoin de lui pour contrer la République, donc ils vont le chercher, mais lui il est pas chaud au début, il est là en mode arrêtez, des paysans avec des fourches face à des canons de la République, de l'armée, de la terreur. Parce que vraiment il a une voix comme ça, tu vois. Je veux être l'homme du panache. Ah. Donc il dit non, non, moi j'irai pas me battre et tout. Puis il y a un paysan qui dit ouais, ce charrette est un lâche. Et là, il sort son épée, il lui met là. Ah. Il dit qui traites-tu de lâche, monsieur? Tu vois. Et c'est vrai, c'est le Jésus 2, le retour. Enfin bref, vraiment, ceci est mon corps. Et du coup, bah ils vont à la guerre. Je cherche la logique, tu vois, l'intelligence de ce propos. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Si je m'arrête comme ça, à chaque fois, ça va être très long. combat pour la liberté qui ne fait que commencer contre l'armée de la République qui a été fondée juste après la Révolution au moment où Louis XVI se fait décapiter. Donc en fait, ça va être en gros l'armée de la République versus cette armée justement emmenée par Charette en Vendée. Alors pourquoi j'ai adoré ce film? Alors évidemment, il y a quelques défauts, c'est pas un film parfait, hein, je vais y venir un petit peu après, mais j'avoue, j'ai été complètement pris dans ce film. Donc c'est le premier film d'un réalisateur qui s'appelle Vincent Mottet, je sais pas comment on dit. Il a rien réalisé avant, en tout cas j'ai pas trouvé de choses qu'il aurait réalisé avant. Et très franchement, le mec, il met en termes de spectacle une claque à 5 ans de cinéma français, peut-être même à 10 ans de cinéma français. Osais-je le dire, comme ça, oui. Tellement son film est épique, spectaculaire. J'ai complètement halluciné, sachant que le budget avoisine les 5 millions d'euros. Voilà. On est loin de Astérix et Obélix, 65 millions si tu veux. 5 millions d'euros. Tourné en très très peu de jours. Respect là. Moi j'ai complètement halluciné. Donc il faut savoir, et pourquoi il y a eu cette polémique. Alors, sur le contexte de production, etc., je suis assez d'accord sur cette idée-là. Pas forcément sur le côté épique, parce que en soi, j'ai pas trouvé ça épique. J'ai trouvé que c'était astucieux en termes de montage. Vraiment de montage, c'est-à-dire que. Et de cadrage. C'est-à-dire qu'avec peu de figurants, avec peu de décors, avec peu, ils réussissent, les deux réalisateurs, donc il n'y en a pas qu'un, ils réussissent à, et dans le mouvement, à faire passer l'action au premier plan et à focaliser vraiment cette action sur un nombre assez restreint de personnages. C'est-à-dire qu'avec une trentaine peut-être de figurants, ils vont savoir faire un arrière-plan un peu flouté, avec de la fumée, des projections d'herbes, de terre, etc. Qui font que voilà, on voit un combat au premier plan, à l'arrière-plan ça bouge pas mal, donc on se questionne pas tellement au final sur le background de l'arrière-plan, sur l'ampleur de la mise en scène, parce qu'on est focalisé sur ce qui se passe au premier plan. Et c'est vraiment astucieux sur l'image, sur le travail du montage, de la lumière, de l'éclairage, de l'étalonnage, etc. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Donc je suis d'accord là-dessus. C'est le seul point vraiment positif à mon sens de ce film, c'est l'image qui est très très propre et qui est astucieuse. Parce qu'on arrive à faire oublier que c'est un petit budget, que c'est un petit projet, et qu'effectivement ça a été tourné en 18 jours. Mais du coup, c'est un film de montage, il me semble, de montage et d'astuce. Et on peut trouver ça, voilà, on peut trouver ça intéressant. Oui, c'est audacieux, c'est astucieux, je suis d'accord avec ça. Maintenant, ça ne balaye pas 50 cinémas français. Et comme il le dira un peu plus tard dans sa vidéo, c'est pas du vrai cinéma
comparé à d'autres films. C'est du cinéma et encore, c'est discutable du fait du mélange docu-fiction assez étrange, de la validation par des experts qui... Voilà, et puis le ton employé, c'est-à-dire que... Enfin voilà, on va regarder la suite, mais Dirty Tommy parle de cours d'histoire un peu plus tard, de la nécessité de nous apprendre l'histoire de notre propre pays, etc. Et puis un peu plus loin, il dit attention, peut-être que tout n'est pas vrai, moi je suis pas historien. Enfin bon, bref. Donc il y a une. Le cinéma, c'est pas uniquement des explosions à la Michael Bay et puis de l'action à la Christopher Nolan et la science du cinéma d'action et des raccords et des cuts dans le mouvement. Et tu vois, c'est pas juste ça le cinéma. Ça fait partie du cinéma, le cinéma d'action. Il y a une école du cinéma d'action, il y a plusieurs écoles même du cinéma d'action. C'est un genre de cinéma en soi, respectable, intéressant. Il n'y a pas à mépriser le cinéma d'action, mais ça reste du cinéma au sens le plus large, et le cinéma au sens le plus large nécessite de l'application, de la cohérence, un vrai propos, un vrai point de vue, etc. Et quand on va arriver au questionnement sur ce propos et ce point de vue, c'est là que les problèmes vont commencer et que la polémique sera, à mon sens, justifiée. Mais bref, on continue. Car le film est évidemment produit par le Puy du Fou. Ouais, c'est une des premières productions Ouais. du Puy du Fou et en coproduction avec Canal+, donc tenu évidemment par Vincent Bolloré. Donc, sachant ces deux choses-là, je te raconte pas un petit peu toute la presse de gauche, évidemment, déjà vent debout, si tu veux, d'office contre le projet, et après, par rapport à ce que le film raconte. Non, alors non. La, la presse de gauche, les gens de gauche n'ont pas à être vent debout parce que Bolloré aurait participé. C'est Canal+. Canal+ est le plus gros financeur du cinéma français. Je veux dire, c'est le plus gros, voilà. C'est Canal+, voilà, depuis 30 ans, c'est comme ça. C'est du fait de son statut, de chaîne cryptée qui passe des films parfois très tôt après leur sortie en salle. Et il y a eu des arrangements entre le CNC, le gouvernement français, enfin le ministère de la Culture et tout, et Canal+, pour que Canal+ soit tranquille, bah, pour que Canal+ ait la paix. Il est devenu un acteur majeur du financement du cinéma français. Ça lui permet d'avoir des droits sur beaucoup des films qu'il produit, une masse énorme, et de ne pas être attaqué sur le fait que vos abonnés chez eux ne vont plus en salle parce qu'ils ont les films directs sur leur écran. Ce qui présenterait un désavantage pour la TSA et puis les rentrées d'argent du CNC, et donc affaiblirait le système de l'exception culturelle française et tout. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais donc, il n'y a pas de vent debout contre Bolloré. Parce qu'on s'en fout. Bolloré, il a pas. Enfin, on va pas se mettre à boycotter une des plus grosses sources de financement du cinéma français sous prétexte que Bolloré a pris le contrôle de cette entreprise. C'est un groupe, on n'y peut rien, qui soit à la tête de ce groupe-là. Tant que Canal+ finance des films dans la diversité, il y a pas de raison de se mettre vent debout contre Canal+. S'ils ont décidé de coproduire ça, c'est qu'ils savaient qu'il y avait, pour le peu de budget, je veux dire, il l'a dit lui-même, 5 millions, c'est pas énorme, des retombées financières potentiellement très intéressantes parce qu'il y aura une cible, un public cible qui va consommer, reconsommer, surconsommer ce film, selon moi pour des raisons identitaires, politisées, etc. Mais on s'en fout, un producteur, il a besoin de faire de l'argent, il trouve un bon filon, il y va. Canal+, ils y vont. Donc, est-ce qu'on peut leur reprocher? Moi, je pense pas. Il n'y a pas de reproche à faire à Canal+. Canal+ est un gros soutien du cinéma français. On peut pas lui faire de reproche à ce niveau-là, à mon sens, qu'on soit de gauche ou de droite. Ils étaient encore plus vent debout. Alors c'est vrai que ce film, ça interpelle parce qu'au-delà de la polémique, tu regardes un peu sur Allociné et puis tu vois la différence de réception. Alors donc en presse, vous allez rigoler, en presse c'est 1,4. Bah oui, Donc bah autant te oui. dire que même les journaux style Le Parisien, qui eux d'habitude ils te mettent 5 étoiles sur n'importe quel film, que ce soit bien, pas bien d'ailleurs, là je sais pas, ils ont dû en mettre 3, tu vois, voilà, ils se sont dit ah non, Oh là on peut pas en là. mettre 5, non ça va pas être possible. Donc résultat, si tu veux, tu as un C'est quoi retour cet presse donc qui est exemple de merde? catastrophique, hein, disons-le comme ça. Et alors ce qui interpelle, c'est évidemment la note des spectateurs. Et la note des spectateurs, elle est à 4, 4 étoiles. Et là tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Du review bombing. Des deux côtés en plus. Tu vas sur Sens Critique, comme l'a dit quelqu'un, c'est une cuvette le bordel. Tout le monde a mis 1 ou 10. Après, les notes au milieu, ça fait ouais, bof. Moi perso, j'ai mis 3. Voilà, désolé. Mais qu'est-ce que c'est que cette différence de notation? Alors évidemment, pourquoi ce film? Je vous encourage évidemment à aller le voir et je me fiche complètement d'être évidemment du bon côté de la barrière, hein, comme certains articles de presse ou même comme certains youtubeurs, je m'en fous complètement. Je vous encourage à aller le voir tout simplement. Moi, je pense pas qu'il s'en fout complètement. Je pense qu'il a une cible aussi, et c'est la même que le film.
il sait très bien que s'il y a une doxa, entre guillemets, en tout cas c'est ce que lui pense, contre ce film pour une raison politisée, le meilleur moyen d'acquérir un public laissé pour compte, entre guillemets, bah, c'est de se positionner à l'inverse, quoi. Et il en a pas rien à foutre d'être du mauvais ou du bon côté de la barrière. Il est content de dire, allez, je vais du mauvais côté. Simplement parce que bah, ça fait du bien à l'heure actuelle où tu as quand même le cinéma français qui nous resserre les mêmes films, je sais pas, depuis 5, 10 ans. Alors quand c'est pas un film sur les maladies, c'est un film sur les migrants. Quand c'est pas un film sur les migrants, c'est un film sur le harcèlement. Je dis pas que c'est pas bien de faire ces films-là. Au contraire, il faut en faire des films comme ça. Il faut interpeller sur des sujets importants. Mais interpeller une fois, 2 fois, ok. Peut-être pas 15 fois dans l'année, si tu veux. Bah, tu vas avoir les productions de Michael Youn, de Jonathan Cohen, je sais plus comment il s'appelle, Brutus versus César, et puis voilà, tu seras content, tu auras des films historiques, tu auras des trucs rigolos, tu auras des trucs légers, tu seras pas tout le temps sur les mêmes sujets. Dire, est-ce que les films que Dirty Tommy traite en général sont ces films récurrents tout le temps sur les mêmes sujets, qui font chier sociaux, des trucs de gauchistes et tout? Bah non, c'est bien la preuve qu'il trouve une diversité qui lui va très bien. Enfin bref. Et le problème du cinéma français, c'est qu'il Là, il s'adresse à un public cible. Il veut des likes, il veut des followers, il veut des subscribers. C'est tout ce qui se passe, s'est quoi. spécialisé dans les films là que je viens de te citer, à tourner en rond toujours autour des mêmes sujets, et au bout d'un moment, ça devient fatigant. Ça devient vraiment fatigant. Et là, d'un seul coup, t'as ce film-là qui arrive, Vaincre ou mourir, donc film historique. Et sincèrement, les films historiques, pour moi, en France, ça manque très sérieusement, alors qu'on a une histoire quand même extrêmement Ça riche, aussi, c'est et on discutable. ne fait pas de films historiques. Tout ça parce qu'on a peur, évidemment, de l'idéologie, de la politique. Là, ça a pas raté, hein, bien évidemment, mais au moins, bah, lui, il porte ses couilles, il fait son film, et puis voilà. Donc, Vaincre et Il porte ses couilles, il fait son film, et puis voilà. C'est un film de commande, hein. C'est le Puy du Fou c'est le Puy du Fou. C'est le Puy du Fou qui commande, basta. Il embauche quelqu'un, il embauche des acteurs, il y a un scénario, c'est une adaptation d'un spectacle de leur parc à thème, etc. Enfin, il fait son film, il pose ses couilles, voilà. Bah non, non, déjà ils sont deux réalisateurs, et puis derrière, je suis pas allé vérifier récemment, mais il y a 2 3 mois, j'étais allé voir sur les sites, pages internet liées à ce réalisateur, il parle même pas de ce film-là, hein. Il a même pas fait de promo sur son site personnel officiel. Donc il porte ses couilles moyen, quoi. À mon avis, il fait ce qu'il faut pour gagner sa vie, c'est surtout ça, quoi. Et il a très bien travaillé, comme je l'ai dit, pour tout ce qui est astuce, pour masquer le manque de moyens. Très très bien, bravo. Et l'image, l'étalonnage, les couleurs, parce que le montage, c'est autre chose, mais on en parlera. mourir, si tu veux, c'est pour moi, là pour moi, c'est clairement un vent de fraîcheur là, dans le paysage, si tu veux, du cinéma français. Parce que le dernier là, bon, c'était Astérix. Donc quand c'est pas aussi les films dramatiques, ça va être les grosses licences, bon Astérix et tout, avec toujours la même bande, si tu veux, subventionnée par le CNC ou pas forcément mes copains avec le gros producteur, etc. Donc il y a un moment donné, t'as plus, si tu veux. Hier, je disais, voilà, le cinéma français. Vraiment, il s'adresse à un public cible, il donne des éléments de langage, entre guillemets, peut-être que c'est juste son parti pris à lui, hein, c'est sa grille de lecture, honnêtement. Mais tout ça, c'est des éléments de langage qui répondent aux attentes d'un certain public politisé. Voilà, il dit ouais, il y en a marre de tout politiser et tout, mais son approche vis-à-vis de ce film et de tout le reste du cinéma français est exactement politisée. C'est complètement politisé. Mais par ailleurs, on parle d'un film coproduit, donc enfin produit initié par le Puy du Fou. C'est Philippe de Villiers, c'est politisé, c'est par essence quoi. Faut se réveiller un petit peu, je sais pas. Français tourne sérieusement en rond depuis C'est quoi les idées politiques de Philippe de Villiers? Réfléchissez, je sais pas moi. longtemps maintenant, bah là voilà, c'est l'occasion bah justement d'aller voir autre chose, de prendre un bon bol d'air frais et sorti de tout contexte politique ou idéologique, parce qu'évidemment je sens que dans les commentaires on va me le dire, ah oui mais si tu défends ce film ça veut dire que t'es d'extrême droite ou je sais pas quoi, blablabla, blablabla. Alors je laisse évidemment les commentaires de ce genre, des commentaires complètement débiles, manichéens et complètement à la ramasse. Je dois avouer, j'ai envie de l'insulter. Mais bon, on va pas le faire parce que c'est pas cool. En quoi c'est débile, manichéen et à la ramasse de se questionner sur l'orientation politique, politisée, sur l'objectif euh, avéré d'un film qui s'attaque à un sujet historique. Ça a toujours été le cas dans tous les films. Et même, alors, c'est plus une question. Ah non, je vais prendre un mauvais exemple là. Mais on a toujours questionné la façon dont les cinéastes traitent l'histoire, je veux dire. Et quand on leur fait des reproches, en général, c'est parce qu'on s'interroge sur les conséquences.
de la façon dont ils amènent les sujets et les traitent. Donc voilà, c'est justement parce qu'on aimerait éviter un certain manichéisme en général qu'on fait une critique à l'égard du cinéma qui s'attaque à l'histoire. Et là, pour ce qui est du manichéisme dans ce film, mais on est servi comme jaja, je veux dire, c'est n'importe quoi. Enfin, Je les laisse évidemment de côté, j'en ai strictement rien à faire. On va aussi parler un peu de cinéma, quoi. Parce qu'il s'agit de ça, en fait, dans Vaincre et Mourir, en fait. Il s'agit de cinoche, là, de vrai cinéma. Épique, c'est du vrai cinéma, vous voyez, je veux dire, c'est pas n'importe, c'est du vrai cinéma épique, spectaculaire. spectaculaire, comme on en a plus depuis, je sais pas, moi, depuis très très longtemps. Évidemment, je parle en France. En tout cas, en termes de cinéma populaire. Putain, ça fait du bien. Alors évidemment, le film a été dézingué par toute la presse. Bon, toute la presse dite un peu de gauche. J'ai un problème avec cette idée de cinéma populaire, la forme du film le détache du film de cinéma. C'est un téléfilm, c'est un docu-fiction, et encore, ça va pas. Enfin, c'est pas du film à grand spectacle. C'est très astucieux, c'est de la reconstitution beaucoup plus intéressante visuellement que ce qu'on a d'habitude sur telle ou telle chaîne quand on parle de ce qui s'est passé il y a 200 ans. Oui, effectivement. Gauche et un peu au centre, hein, on va dire ça comme ça, qui finalement ont employé évidemment des mots très très durs, hein, des mots à la limite vraiment de la caricature. Enfin, j'ai lu certains articles et en ayant vu le film, je peux vous dire, enfin c'est absolument n'importe quoi. Qu'on dise effectivement, qu'on dénonce si tu veux éventuellement l'idéologie du film, et je vais y venir un petit peu après, pourquoi pas. Bah alors, bah alors, 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 je veux dire. Bon, qu'on dénonce l'idéologie, bon, pourquoi pas? Bah oui, mais c'est important. C'est hyper important. T'as un film historique qui s'intéresse à un moment de l'histoire française et il y aurait peut-être un problème d'idéologie. Oui, bon, ah, ça va, ça reste du cinéma. Mais oui, mais la base du cinéma de propagande, bordel de merde, c'est quoi sinon exactement ce qu'il dit là? C'est, enfin bon, bref, c'est épique, quoi, c'est bien foutu et tout. Puis c'est important d'apprendre l'histoire, mais bon, ouais, y a peut-être un petit problème idéologique, mais ça va, quoi. Mais évidemment, quand on entend des mecs comme lui, mais on a envie de péter un câble face au film et dire voilà, c'est ça le danger, putain. Mais qu'on le fasse avec autant de gros sabots et autant de caricatures, enfin c'est juste pas possible quoi. Et donc qu'est-ce que ça a provoqué? Eh ben ça a provoqué que plein de gens sont finalement allés le voir. Alors qu'au départ Très finalement, bien. bah, ce film, c'était un peu le film obscur dont personne n'entendait parler. Voilà, fin janvier, comme ça, on attendait surtout le Astérix de Canet. Et puis d'un seul coup, bah, ces journalistes, en voulant brûler ce film vraiment sur la place publique, Non mais brûler ce film, quoi. Enfin, il est en train d'assimiler les critiques contre ce film et la presse de gauche, entre guillemets, au fascisme, quoi. Vraiment, il a des éléments de langage typiquement faits pour, je sais pas, les électeurs de Reconquête, de Marine Le Pen, et qui pensent que, voilà, ils sont victimes d'un fascisme d'État qui veut absolument faire crever la pensée franco-française et tout. Enfin, et c'est là que moi j'ai un problème avec ce film, c'est que je pense que subtilement il fait du confusionnisme, il s'adresse plus aux spectateurs qu'aux personnages eux-mêmes. Il y a un confusionnisme qui va placer le spectateur un brin identitaire dans la position des Vendéens, et qui va, à la suite de la projection, se lever dans la salle et dire Vive le roi, à mort la République! Et lui, il valide ça en fait, il s'en rend pas compte de ce problème-là important et intéressant à traiter. Non, non, mais c'est toujours la presse de gauche qui en fait des tonnes et tout. Il y a un petit problème idéologique, bon, mais il faut arrêter d'être caricatural comme ça. Oh là là. bah, au contraire, ils en ont fait une pub d'enfer. Voilà, ils en ont fait une pub d'enfer. Et j'ai envie de te dire, bah, tant mieux pour le film, Oui, puisque c'est, donc je rappelle, c'est un film qui a été fait avec 5 millions d'euros, donc c'est peanuts, c'est que dalle, que des acteurs inconnus au bataillon. Et hier, je me plaignais encore dans ma vidéo, justement, toujours qu'on voit toujours les mêmes acteurs qui savent pas jouer et tout. Bon, bah là, pour le coup, t'as clairement de très bons acteurs. Il y en a qui jouent un peu moins bien, qui jouent un peu français, tout ça. Mais sinon, d'autres vraiment qui sont excellents, notamment il joue un peu français. C'est triste. Ah, je sais pas. Jouer français, franchement. le rôle principal, Johnny Depp dans Jeanne du Barry, ça doit beaucoup lui plaire du coup. qui fait le personnage de Charrette. Et Absolument, donc pour ok. l'instant, le film cumule 107 000 entrées France au terme. Alors Hugo Becker, j'ai l'impression que lui, il a été choisi pour sa voix. Parce qu'il a une voix comme ça. Vraiment une très belle voix. Et quand il fait le commentaire de ce qui se passe, qu'il explique la situation et le déroulé du récit, il y a des instants dans le film où mon cerveau a eu une petite lumière au-dessus qui s'est allumée là, bing! Je me suis dit, putain, Kassovitz dans Apocalypse. J'ai eu l'impression qu'ils étaient allés chercher un acteur qui a surtout une voix intéressante, et qui est capable voilà, c'est le matin,
L'armée vient. Nous sommes tous décimés l'un après l'autre. Nous n'y croyons plus. Nous ne savons plus quoi faire. On dirait vraiment le commentaire de Kassovitz dans la série Apocalypse, quoi. C'est vraiment, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont fait exprès? Est-ce qu'il y a une recherche sonore, j'allais dire esthétique, enfin, est-ce que dans l'esthétique sonore, si je puis dire, ils sont allés chercher une voix qui pouvait rappeler les images ou les sons mentaux, entre guillemets, enregistrés par les spectateurs qui auraient vu Apocalypse? Est-ce que c'est une façon subtile de confusionner un petit peu plus? Je pense que je pousse le bouchon en disant ça. Mais vraiment, je l'ai ressenti à un moment, je me suis dit, putain, j'ai l'impression d'entendre un récit sur Apocalypse, Seconde Guerre mondiale, etc. Terme de sa première semaine, dont 25 891 en avant-première sur 188 copies. Donc c'est pas énorme, hein, bien sûr, par C'est rapport bien, à des c'est scores, bien. les scores d'Astérix et tout, hein, bien Non, mais sûr. c'est bien. Mais pour un film sorti comme ça en catimini, avec en plus une polémique qui était censée nuire au film, putain, chapeau les mecs quand même. Hein. Bah oui, mais c'est justement parce qu'il est politisé qu'il attire une certaine population politisée. Plus il y a eu de polémiques que lui-même associe à telle ou telle presse de gauche ou du centre, etc., plus il y avait de chances que les gens qui sont dans leur propre revendication, dans leur propre grille de lecture justement politisée, aillent voir le film rien que pour le défendre. Qu'il soit bon ou mauvais, d'office, ils avaient décidé qu'ils iraient voir le film pour le défendre, évidemment. Le succès étant là, le nombre de copies est passé à 200. Tu sais, le but était limite qu'il y ait beaucoup d'entrées juste pour dire ah, vous voyez que les films sur les héros français et sur le nationalisme, parce que c'était ça l'idée clairement dans certains esprits, bah, vous voyez que ça marche et puis on est hyper nombreux. C'était limite un rattrapage après la défaite de Zemmour aux élections, bah, il y avait des reconquêtes qui faisaient tout leur possible pour faire la promotion de ce film et disaient à leurs proches il faut absolument qu'on y aille, etc., etc. Comme si le fait que le film fasse beaucoup d'entrées allait dire vous avez vu? Si Zemmour a pas gagné, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une manipulation. Là aussi, je pousse le bouchon, mais la logique, elle est là. Moi, je l'ai vraiment vue sur les 135 réseaux pour en la deuxième particulier. semaine. Donc en fait au début, bah, il était un peu boycotté, quoi, peut-être par certains circuits de salles et tout ça. Et bah du coup, vu que ça, la polémique a enflé, bah la polémique finalement a servi le film. Et donc du coup, les gens veulent aller le voir. Et donc du coup, bah t'as même des gros circuits de salles, je sais pas, genre CGR, tout ça, Pathé même je crois, et qui jouent le film, Ah oui, Alors qu'au oui. départ, c'était pas prévu. C'était dans très très peu de salles. Et moi je dis tant mieux. Et puis à un moment donné aussi, on peut se poser la question quand on voit ce genre de film. Et je répète encore, sorti de toute idéologie politique, etc. Il y a un moment donné, juste, on ferme sa gueule, et je me mets dedans d'ailleurs aussi, À on faire ta ferme sa gueule. gueule et on écoute, on lit, on regarde, on voit, on assiste à un événement historique. Par exemple, là en l'occurrence, les guerres de Vendée. Eh ben, je crois que c'est toujours intéressant. Voilà. L'avis, on peut se le faire après, bien évidemment, parce que même moi j'en ai un. Voilà. Tout le monde a un avis. Tout le monde va se faire un avis sur ce film. Mais c'est bien à un moment donné de rentrer dans la salle de cinéma, de fermer sa gueule pendant 1h40 et de dire tiens, je vais me prendre un cours d'histoire. Je vais me prendre un cours d'histoire. C'est bien aussi, tu vois, sans tout de suite avoir un truc d'avance ou se dire ouais non c'est un film d'extrême gauche ou c'est un film d'extrême droite ou je ne sais quoi. Enfin en gros tout politisé comme on aime bien faire maintenant. Ouais, mais sans dire extrême gauche ou extrême droite, cette approche-là du film et du cinéma, c'est peut-être pas de tel ou tel bord, mais en tout cas, c'est idiot et problématique. C'est vraiment de la naïveté et le confort de la naïveté. Et moi, je pense que c'est pas de la naïveté. Je pense qu'il y a vraiment une orientation politique derrière, une grille de lecture du monde qui, voilà, la propagande, ça doit exister librement. Vous faites vos propagandes de gauchistes de merde, vous nous cassez les couilles avec vos films sur les migrants et tout. Bah, nous, on va voir nos films de propagande tranquille, cassez pas les couilles, quoi. Puisque c'est ça le game. J'ai l'impression des fois qu'il y a un peu de ça. Peut-être pas chez lui, là, mais chez beaucoup de gens, cette idée est très répandue, j'ai l'impression. Eh ben, juste fermer sa grande gueule, se prendre un cours d'histoire, eh ben franchement ça fait du bien. Parce que moi par exemple, bon bah voilà, ces guerres de Vendée, je ne savais pas ce que c'était, enfin j'en avais entendu parler quoi, mais on n'était pas rentré dans le détail, on n'en parle quasiment jamais. Bah donc bah c'est super intéressant. Que tu sois d'ailleurs contre l'idéologie de ce film ou pour l'idéologie de ce film, on s'en fout à la limite que tu sois pour ou contre. Bah non, on s'en fout pas. Tu t'en fous pas de savoir d'où parle telle ou telle personne sur un sujet historique. T'es débile si tu t'en fous. Bah, l'important, c'est de se prendre la leçon d'histoire, Non, voilà, de non. t'intéresser à cet événement, tu vois, ça c'est bien. Donc oui, bien sûr qu'il faut aller voir ce film. Rien que pour ça, il faut aller voir ce film, bien sûr. Il faut s'y intéresser. Ça fait Non, pour moi, il fallait voir ce film par esprit de curiosité, tout simplement.
Et la curiosité, c'est sans a priori, mais ça veut pas dire que t'es là, détendu du cul et que t'es prêt à te faire enfoncer n'importe quoi. Je veux dire, Partie de notre histoire, c'est méga intéressant. Et en plus, le réal te le rend, mais vraiment, enfin, je sais pas, c'est juste passionnant, quoi. C'est épique, t'as des frissons pendant tout le film. faut arrêter des frissons, bordel de merde. Enfin, c'est juste, mais je regardais le film, j'étais complètement halluciné, quoi, de ce que je voyais. Je me disais, mais c'est pas possible de voir ça, quoi. En France, enfin, on n'a tellement pas l'habitude. Alors, Mais c'est du très bon montage et du très bon étalonnage et de belles couleurs. C'est tout, c'est ça qui fait l'attrait visuel et potentiellement le sentiment de waouh, t'es impressionné et tout. C'est parce que le traitement de la lumière et des couleurs, il me semble, est très qualitatif, très. Le truc, c'est que tu retrouves ça dans le clip, hein. Le clip musical, en France, il y a beaucoup de réalisateurs de clips qui sont capables de maîtriser l'image comme ça, hein, voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont sur une Blackmagic et qu'ils ont appris tous les rudiments de tous les logiciels de montage, etc., etc. Ils font des étalonnages au poil de cul, voilà. C'est des gens qui ont commencé à faire du cinéma dans leur chambre et ils exportaient déjà des DCP après avoir suivi un tuto. De nos jours, c'est pas si compliqué que ça de chercher un aspect clipesque en fait. Et moi, je pense que le film a un aspect clipesque. Mais que c'est, oui, c'est très bien fait, c'est très propre. Moi, j'ai trouvé, c'est vraiment une vraie qualité du film. Visuellement, c'est très beau, c'est bien travaillé, c'est léché, effectivement. Maintenant, forcément, si tu mets une barrière entre ton esprit critique, justement, ta capacité d'analyse et le film, oui, tu te laisses embarquer et tu questionnes plus rien. Effectivement, peut-être que tu frissonnes parce que, ah, les belles couleurs. Mais pour moi et pour sans doute beaucoup de gens, le fond prime, le fond est important, et ça peut être un gros frein, un gros stop à l'engagement, à la projection de soi-même dans le film. alors justement, par rapport à cette soi-disant vérité historique et tout ça, qui est quand même importante, il faut savoir que Soi-disant dans vérité. l'histoire, enfin oui, dans l'histoire du cinéma, il y a eu beaucoup de films historiques, notamment tournés par les anglo-saxons, même si je prends par exemple Braveheart, auquel évidemment Vaincre et mourir me fait beaucoup penser. Braveheart, il y a de l'exagération. On ne colle pas au plus près de la vérité historique. Alors, on est à 10 minutes 13, hein. On va retourner à 9 minutes, donc une minute avant. Eh ben, juste fermer sa grande gueule, se prendre un cours d'histoire, eh ben franchement, ça fait du bien. Historique, même il y a de l'exagération. On ne colle pas au plus près de la vérité historique. Bon bah voilà, ces guerres de Vendée, je ne savais pas ce que c'était, enfin j'en avais entendu parler quoi, mais on n'était pas rentré dans le détail, on n'en parle quasiment jamais. Bah donc bah c'est super intéressant. Que tu sois d'ailleurs contre l'idéologie de ce film ou pour l'idéologie de ce film, on s'en fout à la limite que tu sois pour ou contre. Bah l'important c'est de se prendre la leçon d'histoire au plus près de la vérité historique, même dans Braveheart, même dans d'autres films. Là, c'est peut-être le cas aussi. Bon, je ne dis pas que c'est la vraie vérité historique, Mais arrête de nous prendre pour des billes! attention. Non, je suis pas en train de dire ça. Moi, je ne sais pas, je suis pas historien. Je peux Bah alors quoi? Alors quoi? pas dire si c'est vrai, faux. Maintenant, Je peux pas dire si c'est vrai, le faux. film, quand même, a été validé par plusieurs historiens, c'est ce qu'il faut se dire. Plusieurs historiens et spécialistes sont consultés par les réalisateurs, sans participer notamment à l'écriture du scénar. Donc, Bah, c'est bien. Ils sont consultés sans participer à l'écriture du scénar. C'est bien. C'est cool. C'est bien. Ouais, vraiment, coup de tampon. Sérieux. il y a eu Jean-Clément Martin, Anne Roland Boulestro, Rénal Séché, Nicolas Delay et Anne Bernet. Et d'ailleurs, le film s'ouvre sur une interview de deux trois historiens qui expliquent un petit peu bah, le contexte, le contexte du film, la période, etc. Donc c'est intéressant, ça dure pas longtemps, mais voilà, on t'explique. Donc on te dit en gros une façon de dire aussi, voilà, attention, notre film on l'a pas écrit comme ça, quoi. Il sort pas de nulle part, quoi. Il sort du puits du fou, c'est un spectacle. On a fait appel aussi à des historiens. Donc ça, c'est important. Jean-Clément Martin D'ailleurs, c'est la bande son du film, enfin la bande musicale, la bande originale du film, c'est celle du spectacle, il me semble, hein, au Puy du Fou. demande par la suite le retrait de ses interventions. Et donc, le réalisateur Vincent Mottès déclare à ce sujet, il est vrai que le projet présenté au démarrage comme un docu-fiction a évolué en long métrage au gré de l'avancée du projet. Je comprends tout à fait que Jean-Clément Martin, voyant le contrat de base modifié, ait fait cette demande. Nous restons toutefois en très bons termes. Voilà. Et donc il y a un des consultants qui a décidé de sortir du projet, et c'est normal. C'est parce que c'est pas, ça devait être à la télé, finalement c'est au cinéma.
Donc il s'est pas senti à l'aise, le gars, c'est. Voilà, donc voilà pourquoi il y en a un qui s'est retiré des crédits du film. Bon, alors c'est vrai, pour rebondir sur ce que dit le réalisateur, c'est vrai que parfois quand même, on a l'impression d'être face à un docu-fiction, et ça se voit totalement, d'ailleurs ce qu'il dit, comme quoi le docu-fiction a évolué en long métrage, parce que vraiment ça se voit. Il y a un côté parfois, effectivement, qui fait, on est à la lisière entre le jeu d'acteur mis en scène, etc., et l'aspect vraiment documentaire qu'on pourrait voir par exemple au Puy du Fou, ou je sais pas où, enfin dans plein d'autres endroits. Hein? On est à la lisière de ça en fait. Et alors, du Hein? Fou, je sais Hein? L'aspect documentaire qu'on pourrait voir au Puy du Fou, j'ai pas compris. C'est du spectacle, le Puy du Fou, bordel de. Ah! pas où, enfin dans plein d'autres endroits. On est à la Faut arrêter de dire documentaire aussi à toutes les sauces. Le documentaire, c'est pas. Enfin bref, je suis fatigué. lisière de ça en fait. Et alors ce qui est intéressant, c'est que plus ça va, plus le film a des allures en fait de long métrage, véritablement. Emmené donc par l'acteur principal, qui est absolument, qui est très convaincant. Au début, j'avais un petit peu peur de la façon de jouer, je trouvais que ça déclamait un peu, même par rapport aux autres acteurs et tout. Puis Oui, mais c'est pas le problème de l'acteur, c'est le problème du personnage. Et de l'écriture et de la direction. Et de la volonté du projet. plus ça va, plus le mec campe vraiment bien son rôle, une espèce de révolté comme ça qui va emmener tout son peuple. Donc c'est un Mais il a pas l'air révolté, hein. Il a l'air obsédé par sa propre personne. Et par Dieu et par le roi. Il est pas révolté, il est forcené, le mec. film, je trouve quand même, qui est bien plus réussi, notamment sur ses voix off. Donc c'est pour ça qu'on partait quand même du docu-fiction, accompagné évidemment d'images de batailles épiques. Et je peux vous dire que les batailles, alors ok, on n'est pas encore, si tu veux, dans Braveheart, mais je rappelle le budget, 5 millions, c'est que dalle. Vraiment, c'est que dalle. Ce qu'ils ont fait avec ces 5 millions, ce que le réalisateur a fait, c'est juste magistral, chapeau bas. Moi, je peux que m'incliner. C'est incroyable ce qu'il a fait. Franchement, je mets au défi n'importe quel réalisateur en vogue, là, les Guillaume Canet, tout ça, faire ce que ce mec-là a fait avec 5 millions d'euros, sans déconner. Mais justement, le problème de Guillaume Canet et d'autres cinéastes, c'est qu'ils ont tellement de moyens qu'ils vont tout foutre dans les effets spéciaux générés par ordinateur, quoi. Ils vont tout foutre là-dedans, les CGI, quoi. Donc ils vont démultiplier un petit carré de soldats, ils vont prendre 50 personnes, ils vont multiplier ça par 1000, et puis ils vont se dire, ah, on est une armée d'1 million, je sais pas quoi. Et ça va pas rendre aussi humain. Et il y aura moins de proximité parce qu'on va faire des grands plans aériens avec plein de gens qui marchent dans une plaine qui elle-même a l'air d'être le fond d'écran de Windows XP tellement l'herbe est verte et le ciel est bleu. Enfin, donc oui, il y a un problème. Je pense que le fait d'avoir un gros budget et d'avoir toutes les libertés, enfin peut-être pas toutes, mais d'avoir beaucoup de libertés, est un piège. Euh, à petite échelle, quand de jeunes réalisateurs, jeunes cinéastes ou réalisatrices et cinéastes veulent faire financer leur premier projet par Kickstarter, je sais pas quoi, font du crowdfunding, il n'y a pas de producteur derrière eux pour les empêcher de faire ci ou ça. Donc ils récoltent de l'argent, ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est un problème souvent parce que ils vont faire n'importe quoi, et ils vont moins penser à l'écriture qu'au fait de pouvoir faire des trucs un petit peu trop gros pour leur propre maîtrise. Et ça va pas le faire alors qu'un film qui est budgété avec l'argent de quelqu'un qui est producteur et qui va pouvoir intervenir ici ou là, donc avec des limites, avec des contraintes, sera obligé d'être dans l'astuce en permanence. Et l'astuce, j'ai l'impression, est beaucoup plus propice à la créativité et à l'audace que l'aisance financière au final. Donc en soi, je pense que c'est une question intéressante qui peut être posée. C'est-à-dire, est-ce qu'on est meilleur quand on a beaucoup d'argent et des moyens, pas illimités, mais quasi? Parce que forcément, une licence comme Astérix, c'est les moyens des studios qu'il y a derrière. Et Canet, il était beaucoup trop à l'aise pour faire à peu près ce qu'il avait envie. Et l'excès de détente, entre guillemets, je pense, est aux sources de beaucoup de problèmes de son film. Donc là, effectivement, les deux réalisateurs, Vincent Mottez, Paul Mignot, ils ont bien bossé. Ils ont bien préparé, je pense aussi leur tournage, ils ont dû beaucoup travailler en amont, décider vraiment des échelles de plans et des astuces qu'ils allaient employer pour faire oublier le manque d'ampleur justement de ces moyens, le manque de figurants peut-être, etc. Ils ont bien travaillé et ils ont su compenser tout ça au montage en particulier et au retravaillage. Au travail de la lumière, de l'étalonnage de l'éclairage, des couleurs, etc., etc. Et puis la musique, mais moi j'ai trouvé ça problématique, mais
La musique est beaucoup trop grandiloquente. C'est limite si la musique devient elle-même du Mickey Mousing pour les émotions du spectateur. C'est-à-dire, ah, la tristesse et tout, la scène de fin est complètement horrible à ce niveau-là. Quand Hugo Becker, la charrette, se retrouve grimé en Jésus. Je veux dire, s'il a pas vu ça, lui, il a vraiment un problème, quoi. Il y a un problème de connexion. Je veux dire, si t'as pas vu qu'à la fin du film, c'est Jésus qui parle et qui dit au spectateur, est-ce que notre histoire, elle viendrait pas de commencer? Et bam, il se prend une balle. Il se prend plein de balles dans le cœur, et puis le cœur, hein, le cœur, le symbole du cœur et tout. Il y a un truc qui tous les catho-intégristes, d'une part, identitaires nationalistes, d'autre part, qui sont même pas forcément des croyants convaincus, mais qui font de la religion et de la culture, de la civilisation judéo-chrétienne un marqueur euh, civilisationnel, social, etc., vont absolument adorer ce film juste pour cette raison-là. C'est épique et ça raconte que vous, les spectateurs identitaires qui êtes attachés à ceci ou cela, avez raison et devriez aussi résister, prendre les armes, parce que le courage ne suffit pas, comme il le dit Rambo dans le film. C'est impensable ce qu'il a fait. Donc, si tu veux, oui, c'est peut-être plus réussi, par exemple, que certaines scènes d'intérieur, ou parfois, c'est pas que ça fait théâtral, mais disons que ça fait peut-être un peu surjoué. C'est pas que les scènes scénaristiquement ne sont pas intéressantes, parce qu'au contraire, il y a beaucoup de complots qui se jouent, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les bureaux, etc. Et c'est jamais chiant d'ailleurs, hein, vraiment, ce film, alors là, il faut le préciser, ce film n'est jamais ennuyeux. On est là comme ça, on boit chaque dialogue, chaque parole comme ça, et on se dit, putain, On boit chaque parole, chaque dialogue, mais réactive ton cerveau, bordel de merde. On boit pas, on écoute et on fait fonctionner sa tête. Je comprends pas son approche du cinéma, surtout sur les sujets historiques. C'est pas du film d'action anodin. Enfin, il faut réfléchir un petit peu. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'on s'ennuie pas, effectivement, parce que ça doit être, je sais plus, je crois que c'est 1h40 le film, quelque chose comme ça, 1h39, je crois. Donc il y a beaucoup de choses condensées en peu de temps au final. C'est-à-dire justement, ça manque de complexité quant au déroulement de ces guerres, de ces batailles. C'est difficile de comprendre sur quelle étendue de territoire et sur quelle durée de temps vraiment ça se passe, parce qu'on va sauter d'une époque, enfin d'une année ou d'un mois à l'autre, et d'un territoire à l'autre, tout en étant toujours dans la même plaine clairière, etc. Voilà, ça va être difficile. Il y a une scène intéressante avec un allié, un prince qui doit venir apporter son soutien à la révolte de Charette, etc. Et c'est vraiment très intéressant, j'ai trouvé, parce que là, justement, on change de paysage. On va au bord de la mer, on a un bateau, un 3-mâts ou je sais pas quoi au loin qui arrive, et une petite goélette ou je sais pas quoi qui part du bateau et qui va rejoindre la plage, etc. avec un décor beaucoup plus grisonnant. Ce qui est très intelligent aussi parce que ça renvoie à l'étape du récit où Charette et ses révoltés vont commencer à perdre espoir et se dire on est abandonné de toutes parts et les gens veulent s'en aller et ça marche pas, etc., etc. Donc il y a une cohérence de la couleur, de la mise en scène, et là on prend une bouffée d'oxygène entre guillemets parce qu'on change de décor, on va au bord de la mer. C'est un peu simpliste de le dire, mais vraiment on respire le grand large. Ça fait du bien de sortir un peu, parce que même dans les extérieurs, moi j'ai eu le sentiment qu'on était un peu enfermé. Donc bon, toujours, vraiment. Le sentiment d'enfermement, je trouve, est très 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 présent dans le film. ça y est, le film est déjà terminé. Donc, Et oui, il est le film fluide. est, à mon avis, plus intéressant quand il décrit les choses en voix off et que ça s'accompagne, je sais pas, par exemple, des massacres de l'armée des Bleus, donc de l'armée de la Révolution, etc., que finalement les scènes où ça se repose un peu. Mais globalement, tout tient bien la route. Alors évidemment, qui dit vaincre ou mourir, on peut pas éviter évidemment l'aspect politique, l'aspect idéologique, et est-ce que finalement le film prend parti? C'est la question qu'il faut se poser et que fatalement on se pose quand on regarde le film. En l'ayant vu, oui, je pense que le film prend quand même parti. C'est-à-dire que on finit fatalement par s'attacher à ce fameux Charette. Non. Tout est de son point de vue, et Oui. puis surtout, il est dépeint véritablement pour moi comme un héros. Hein. Oui. Là, comme un héros rebelle, certes, mais comme un héros. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a un parti pris. Effectivement, on sait que c'est produit par le Puy du Fou, tenu plus ou moins, je crois, par la famille de Villiers, etc. Bon, très croyant. On nous assène quand même un discours pas prosélyte. Mais il n'est pas juste croyant, il est nationaliste, il a toujours eu des propos, ça fait 30 ans. Je me rappelle chez Moati, on le voyait se prendre la tête avec des gens et être très critique et dire que l'islam, mais vous voyez qui vous êtes, machin. Enfin, le mec a un problème, c'est pas juste qu'il est très croyant.
c'est qu'il est dans l'exclusivité et dans la possessivité quant au territoire français, à l'histoire de France. Et voilà, je pense que lui rêve du retour du roi, le royalisme, etc. Donc c'est pas une question anodine. Tout ce qu'il a dit avant sur ah c'est bon, ça suffit de politiser tout. Là, il dit ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est le Puy du Fou, c'est De Villiers, c'est pas anodin. Et il y a un parti pris qui fait de ce mec un héros et lui dit c'est pas prosélyte, mais c'est complètement prosélyte. Il y a des plans complètement fétichistes entre guillemets sur le drapeau qui flotte dans l'air avec pour Dieu et le roi. Je veux dire, il y a des gens dans la salle qui sont déjà convaincus par cette idéologie-là, pardon, encore en 2023, qui sont dans la salle et ils ont le cœur qui est comme ça, bam, 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 parce qu'ils voient un truc qui les fait kiffer, tu vois. Et le reste de la population, elle se dit putain, c'est une fresque politisée, militante, propagandiste en fait. Bah oui, 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 je suis désolé. Mais disons, voilà, discours, voilà, très catho, croyant et compagnie. Moi, ça m'a pas dérangé tout ça, parce que moi, je l'ai vu vraiment comme un véritable cours d'histoire. Donc, si tu veux, je n'étais pas là à me dire, oh là là, je suis choqué, oh là là, c'est bizarre et tout ça. Non. Mais vous vous rendez compte de la dangerosité, en fait, de sa tournure d'esprit? Oui, bon, il y a un parti pris, oui, bon, il y a des intérêts politisés, partisans, militants, il y a quelque chose derrière et tout, mais bon, moi je me suis juste focalisé sur le cours d'histoire. Oui, bah oui, donc voilà, tu vois une affiche propagandiste dans la rue, d'une association, qu'elle soit de gauche ou de droite, mais qui est extrémiste et violente, et puis tu te dis, ah, le graphisme est pas mal, hein, franchement, le design, j'ai kiffé, quoi. Ouais, mais il y a dessus écrit tuer nos adversaires. Ah bah oui, mais bon, commencez pas à politiser les choses, genre l'affiche est belle, quoi. Le seul truc, effectivement, qui peut te paraître bizarre, c'est finalement de faire un héros, si tu veux, ce fameux Charette qui s'oppose à l'armée, la fameuse armée de la République, qui finalement a décapité Louis XVI. Je veux dire, nous, on a grandi toujours avec cette idée que c'est beau la Révolution, en fait. Donc, Non, si tu veux non, épouser, si tu non, il y a plein de films, de téléfilms et de romans, et pas seulement des romans, même des livres plus à vocation historique, qui expliquent tous les mauvais aspects de la Révolution. Dans le téléfilm, je crois, en deux parties, la Révolution française, tu vois la terreur, tu vois le comportement des révolutionnaires qui massacrent des gens, c'est dégueulasse, quoi. Danton, que j'apprécie beaucoup comme film, pareil, montre que la terreur, c'est la révolution à avaler ses propres enfants, etc. Enfin, il y a un discours critique de la révolution qui existe depuis toujours dans le cinéma, dans la littérature, dans l'art, la culture, la musique. Enfin, faut arrêter. Si t'as été élevé comme ça, je sais pas, faut arrêter de voir Breaking Bad, la géante avec la voiture dans la main, les dents de la mer, machin, Superman. Faut consommer autre chose que le trône de fer, s'intéresser justement à la vraie histoire, comme ça et aux œuvres qui parlent de ça. Comme ça, tu te rendras compte non seulement que on avait déjà émis des discours critiques et intéressants, qui justement permettent de sortir du manichéisme, de l'admiration de la Révolution et de la République, etc., mais aussi qu'il y avait déjà une diversité, en fait, une diversité des œuvres, des approches et des discours. C'est ce qui fait l'intérêt de la culture et de l'art. C'est de savoir exprimer des interrogations et de sortir du manichéisme. Mais il faut le faire avec talent. Là, on est face à une entreprise propagandiste, manichéenne, à visée politique. Réveille-toi, Dirty Tommy. C'est normal qu'on te tombe tous dessus, qu'on se foute de ta gueule. Je veux dire. veux, l'autre point de vue, le point de vue inverse, c'est quand même très étrange. Moi, je suis très très loin d'être royaliste et tout ça sur ces considérations. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Mais c'est bien aussi de voir l'autre point de vue, de se placer de l'autre côté, pas toujours du côté des révolutionnaires. Et surtout, on voit comment ça s'est passé. À partir du moment où tu fais partie d'une armée, t'es violent, t'es sanguinaire. En fait, le truc, c'est que tu peux te placer du côté des révolutionnaires et montrer les erreurs des révolutionnaires, les mauvais actes, les mauvaises pensées des révolutionnaires. C'est ce que, comme je disais, Danton, La Révolution française et d'autres films ont permis de faire. C'est qu'on voit les révolutionnaires se laisser emporter par leur propre confiance, leur propre suffisance, leur propre joie de prendre les rênes, etc. Donc t'es pas obligé de te mettre du côté des gens qui ont été massacrés pour expliquer qu'il y a eu un massacre. Justement, tu peux te mettre du côté des gens qui ont massacré, mais ne pas leur taper dans le dos en se disant ah quelle bande d'héros, pardon, c'est magnifique ce qu'ils ont fait et tout. Non, Et t'as beau justement appartenir à la fameuse République, parce que évidemment, ils n'arrêtent pas de répéter ce mot sans cesse. Nous sommes la République, nous sommes la République. Ça me fait penser à un certain gouvernement actuel. mais voilà, le confusionnisme à la con. C'est ça le problème de ce film. Ça me fait penser voilà, Dirty Tommy l'a dit.
Dans le film, il entend des choses qui lui font penser à ce qui se dit aujourd'hui. Le confusionnisme, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que ce film, il est fait pour ça. Cumuler tout ce que j'ai observé avant concernant l'aspect politisé et politique de ce film, et voilà, on va boucler la boucle. C'est un film de propagande. Et par ailleurs, La République, on en entend beaucoup moins parler dans ce film que Dieu est le roi, Dieu, Dieu pour Dieu le roi, pour Dieu le roi, Dieu le roi, Dieu, Dieu le roi, Dieu, Dieu le roi, roi, le roi, Dieu le roi. Ça n'arrête pas pendant le film. Le mec est trop fier de se sacrifier. C'est. Qui ne fait que le répéter sans cesse, et j'ai l'impression qu'à force de le répéter sans cesse, c'est que tu as forcément quelque chose à cacher. Est-ce que tu es vraiment une véritable république ou alors juste une république de façade? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Et ben là, c'est exactement pareil. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous répète en inlassablement qu'ils sont une république, qu'ils sont une république, mais ils vont commettre des massacres d'enfants, des massacres de femmes, des massacres d'hommes dans les villages. C'est terrible ce qu'on voit. Mais il a expliqué au début que Charette, c'était dans le résumé, a emmené avec lui les femmes, les enfants, les vieillards. Il a emmené tout le monde au massacre. Et pareil, pour Dieu, pour le roi et tout. Et tout ça pour qu'à la fin, on se dise, ah, c'est vraiment, c'est comme Jésus, quoi. Parce qu'il est mis dans la position de Jésus à la fin du film. Il regarde le ciel, il n'a pas pu se raser, donc il a la barbe, il est comme ça, là. Et il va se faire tirer dessus, donc on dirait Jésus. Sauf que Jésus, le message qu'on retient, en tout cas, de Jésus, c'est pas qu'il envoyait les gens à la mort ou à la guerre. Il leur disait, soyez dans le pardon, essayez de vous rappeler, enfin, les bonnes valeurs, entre guillemets. Je vais dire la bien-pensance. Hein, Jésus, c'est la bien-pensance. Oui, le pape, c'est le diable aussi, en fait. Enfin bref, et puis la République, c'est la mort. Et puis, bref, on inverse tout et on raconte que le héros, c'est le mec qui est un kamikaze, qui envoie les gens se faire crever. Tout ça pour que 200 ans plus tard, on fasse un film et que tous les bandeurs de Zemmour et de l'extrême droite, je suis désolé, je commence à en avoir marre d'entendre tout ça, se disent ouais, c'est notre histoire, on la continue, quoi. Mais lui, il voit rien, lui, il voit rien. Il est dans l'innocence pure, tu vois, faut arrêter de chercher des trucs sérieux partout. On fait un film historique sur une révolte contre la République, et moi, ça me rappelle qu'aujourd'hui, la République, c'est pas trop ça. Détente. Et ça, je pense pas qu'on puisse le contester. Donc oui, effectivement, il faut le montrer. Qu'est-ce que voudrait, par exemple, la presse de gauche? C'est qu'on ne le montre pas? C'est qu'on n'en parle jamais? Parce que finalement, Mais enfin, moi, je suis pas la presse de gauche, mais il est montré, on en parle. Ce qui l'emmerde, lui, c'est qu'on le démonte. Mais on en parle, puisqu'on le démonte. Et il l'a dit au début, c'est le fait de le démonter aussi qui a attiré certaines personnes. Bah écoute, très bien pour le film, très bien pour ses réalisateurs, très bien pour les personnes qui adhèrent au message du film. Moi, je pense qu'elles sont pas majoritaires sur la masse de spectateurs qui a vu le film. Mais très bien. on a un peu honte de ce qu'on fait cette armée, justement, cette armée des Bleus. Bah non, justement, il faut en parler. Il faut tout montrer. Ça veut pas dire que le film est là pour te faire la morale en permanence, mais au moins c'est bien de le montrer. Pour juste la vérité historique. Voilà, c'est tout. Et Mais ça existe ailleurs. Dans des livres, dans des films, dans la musique, dans des peintures, dans des estampes, dans des textes historiques qui sont sur Gallica, la BNF, etc. Enfin, je veux dire, là, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, oui, le film, effectivement, je pense, est quand même un peu partisan, mais en même temps, il s'autorise aussi peut-être des choses un petit peu inattendues, c'est-à-dire une évolution aussi dans les personnages. Alors, dans le personnage de Charette, oui, bien sûr, parce qu'il a une véritable trajectoire, mais aussi dans les alliés de Charette, hein, qui remettent en question à un moment donné ce qu'il est en train de faire. heureusement, putain. Amener justement toutes ces régions de Vendée au massacre, finalement. Et, et, Ils le remettent en question, mais ils vont jusqu'au bout, hein. et à un moment Il arrive à les convaincre en mode, mais de toute façon, qu'est-ce qui nous reste? Et puis c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. De toute façon, Dieu nous regarde, et puis c'est pour Dieu qu'on fait ça. C'est pour, ok, Allah Akbar, vous inquiétez pas, retournez à l'aéroport. C'est ça qu'il leur a dit en fait. donné, il est plus ou moins lâché. Il y a C'est ces un alliés qui terroriste, veulent le mec. plus, qui veulent plus en être. Donc tout ça évidemment est méga intéressant. Voilà. Après oui, tu peux penser ce que tu veux de ce film. Tu peux dire c'est un film révisionniste, un film de droite, voire même j'ai entendu carrément de facho, d'extrême droite. Genre en gros, si tu veux voir le film, t'es un facho. Bon, c'est absolument n'importe quoi. Bon, il faut, je crois, ces gens-là. Bah, faut Genre pas en gros, si tu veux savoir, voir un film révisionniste, faut pas savoir. intéressant. Ces alliés qui veulent plus, qui veulent plus en être. Donc tout ça évidemment est méga intéressant. Voilà. Après oui, tu peux penser ce que tu veux de ce film. Tu peux Voilà, tu peux penser ce que tu dire veux, mais c'est c'est un film n'importe quoi. révisionniste, un film de droite, voire même j'ai entendu carrément de facho, d'extrême droite. Genre en gros, si tu veux voir le film, t'es un facho. Bon, c'est absolument n'importe quoi. Bon, il faut. C'est n'importe quoi de dire que si tu vas voir le film, t'es un facho. Ça, je suis d'accord. Tu peux tout voir, à mon sens. Tout voir, tout lire, tout entendre. Si c'est la curiosité qui te motive et l'envie de savoir pour être autorisé à commenter.
Voilà. Je crois ces gens-là, il faut vraiment les laisser de côté parce que c'est une minorité, bon déjà d'une, c'est des gens qui racontent absolument n'importe quoi et qui vont peut-être même se priver d'un cours d'histoire. Mais bordel! Ah, il me fatigue avec ses incohérences, ce mec. Alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas cette période. Et juste parce qu'ils se fient à 4 journaux à la con, ils risquent de se priver, voilà, de quelque Mais t'as 4 experts à la con, dont un qui s'est retiré, et t'es pas foutu de savoir d'où ils sortent et s'ils ont raison ou s'ils ont tort. chose de très intéressant. Donc, ces gens-là, je pense qu'il faut un peu les laisser de côté et toi, t'intéresser justement à cette période. Après, tu pourras penser ce que tu as envie de penser, que c'est un film révisionniste, que c'est un film juste, que c'est un film je ne sais quoi. Tout ça, j'ai envie de te dire que tout ça n'a que trop peu d'intérêt. Par Mais non, ça n'a pas peu d'intérêt, putain. rapport à l'intérêt Pourquoi il a une chaîne YouTube où il parle de cinéma? Ça n'a aucun intérêt, du coup, dégage. que représente le film en fait. Et même si par exemple le film, oui, est peut-être partisan, et alors, bah, c'est pas grave, tu as tout à fait le droit de ne pas adhérer si tu veux au parti pris du réalisateur, mais juste tu te prends le cours. Tu te prends le cours. Mais non, je vais pas prendre un cours s'il y a un parti pris. Non, non. C'est pour ça aussi que moi, personnellement, les cours d'histoire sur tel ou tel sujet, dans l'école de la République, je m'en méfie. Et je suis content qu'il existe justement des œuvres qui rompent le manichéisme et le storytelling officialisé. Voilà, c'est très bien de remettre en question la présentation officielle de l'histoire. Je pense que c'est important d'avoir accès à des histoires populaires, justement, écrites par la population. Et c'est difficile des fois parce que cette histoire-là est souvent effacée par les autorités. Mais quand il y a un parti pris propagandiste qui simplifie les personnages et leur font simplement dire on va tous crever pour Dieu et le roi parce qu'on a que ça à foutre et puis nos champs, nos exploitations, nos familles, finalement si elles meurent pour Dieu c'est tout de même mieux que si elles mouraient pour la République, ce que je comprends pas moi, je vois pas en quoi c'est mieux. Je vois pas en quoi c'est mieux de mourir pour la République, mais je vois pas en quoi c'est mieux de mourir pour Dieu. C'est seulement des appartenances qui s'affrontent avec d'autres appartenances. C'est débile. C'est débile. C'est des forcenés contre des forcenés. C'est, tu vois, limite, on aurait pu faire un film dramatique sur la division produite par la Révolution, c'est-à-dire qui a séparé des citoyens français les uns des autres, les uns avec les autres, et ça aurait été un drame humain. Voilà, une vraie histoire de comment ce qui était présenté comme une libération et un retour à l'égalité a finalement renforcé dans certaines zones, dans certains moments, des rancœurs et des animosités qui ont pu tourner à la haine et au massacre. Ça aurait été hyper intéressant, je trouve que cette approche-là aurait été beaucoup moins manichéenne et mieux acceptée par tous. C'est-à-dire qu'on aurait pu plaindre aussi les Vendéens, les gens qui étaient attachés à un certain folklore, qui avaient des raisons aussi de se révolter, c'est-à-dire de ne pas vouloir soutenir telle ou telle guerre, de ne pas voir leur fils partir à la guerre, etc., et être massacrés pour la République, alors que eux les avaient faits, les avaient éduqués, les avaient fait grandir dans leurs champs, sur leurs exploitations, pour développer leur propre activité. On dirait que je parle comme si on était en 2023, mais il y avait des enjeux véritables, intimes, compréhensibles, et c'est ce que montre la scène du début quand les paysans refusent que les enfants soient pris pour la guerre. Oui, ça c'est une bonne raison, je trouve, d'être révolté, de s'opposer aux ordres, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand tu bascules d'un coup de cette motivation-là, intime, humaine, réaliste, compréhensible, complexe, à Dieu le roi, le petit qui va crever dans sa cellule, et bon bah tant pis, on se sacrifie pour ça, et on crève tous, mais c'est débile, c'est une chute de la pensée, ça retombe à plat. D'un coup, tu te dis, mais c'est complètement con. Et oui, moi, je trouve ça complètement con. Alors, je ne sais pas non plus comment se sont passées vraiment les choses. Mais si j'acceptais de croire que ça s'est passé comme ça, j'en conclurais, mais qu'il est con, ce mec, j'arrête, en fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils sont cons? Genre, ils voulaient éviter la mort, ils y sont allés en courant. Donc, c'est con. Cours d'histoire. Et ça, c'est intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que quand t'as un film comme ça, où je te dis, à plusieurs reprises, t'as carrément les frissons, tu te dis, mais c'est pas possible. Alors, effectivement, le film va un peu lorgner, si tu veux, du côté des films historiques anglo-saxons. On va pas se mentir, hein. Tu sens qu'il en a vu beaucoup, qu'il adore ça, et que il va restituer beaucoup de choses qu'on a vues dans les Braveurs, dans les films comme ça, dans les Patriotes, dans les choses comme ça, et qu'il veut faire comme ça c'est sûr. Si tu veux, c'est là où peut-être que le film manque un peu de personnalité à la française. Voilà ce que je dirais. Et ça, c'est peut-être, allez, le petit point noir du film. Je veux trop singer le cinéma anglo-saxon quand ils font des films historiques. Donc, le point noir du film, c'est qu'il est pas assez franco-français, tu vois. Ok, il n'en reste pas moins que tu as des scènes épiques mais de dingue. T'es vraiment complètement accroché lors de batailles vraiment absolument dantesques, la bataille de Nantes, etc.
Mais il n'y a rien de dantesque et d'épique, enfin, dans le sens où ça dure toujours 40 secondes. La voix de Charrette explique tel matin on s'est levé, c'était la bataille, mais ça a été un massacre. Hop, deux, trois plans au ralenti avec Charrette qui est un peu dépité, qui regarde autour de lui, il y a des cadavres partout, et puis hop, on passe à la prochaine. Hop, je veux dire, ellipse, bataille suivante, et puis là aussi on s'est fait martyriser, hein. Puis ellipse, et puis ah putain, j'ai pris une balle, j'ai mal au cul. Puis ellipse, et puis ah, mon frère, mon protégé est mort, et je suis triste, et ah. Et puis ellipse, et puis c'est pour lui qu'on se bat, et puis ça dure 15 minutes à tout casser. Tu cumules toutes les scènes de bataille, ouais. Il y a peut-être 20 minutes, 25 minutes dans le film de bataille, et des batailles, il y en a peut-être une quinzaine qui sont. Enfin, je sais pas. C'est pour dire, c'est pas épique. Il y a certains plans, enfin, c'est des plans rapides, visuellement très bien construits. C'est ça oui. Et le ralenti et la musique excessivement grandiloquente, qui moi m'a posé problème, je comprends qu'elle puisse agir de concert avec ses ralentis et ses couleurs et ses cadres pour créer un sentiment épique. En fait, c'est le sentiment que certains spectateurs vont avoir face à la construction d'un cadre qui va faire que c'est épique pour eux. Mais en soi, la narration, la construction n'a rien d'épique, parce que tout se passe beaucoup trop vite et est survolé en fait. Donc le cours d'histoire, bof, Enfin, c'est passionnant. En fait, c'est vraiment passionnant. Moi, je vous recommande, et c'est pour ça vraiment, je vous recommande d'aller le voir. Ne boudez pas ce film. N'écoutez pas les gens qui vous disent de ne pas aller le voir. Tout ça par bonne conscience ou tout ça pour être de la bonne barrière politique. On s'en fout. Vous en avez rien à faire. Vivez ce film. Allez voir ce film. Vous allez voir un vrai film de Cinoche pour le coup. Et après tout, c'est pour ça qu'on est là. Tu vois, bien avant de faire de la politique. Donc franchement, tout ce qu'il a dit du début à la fin est une sorte il joue le rôle d'amortisseur, justement, après la polémique politicienne, enfin politique plus que politicienne, parce que c'est un vrai sujet qui concerne tout le monde et pas juste les politiciens. Il joue le rôle d'amortisseur, c'est-à-dire ne vous prenez pas la tête, allez-y, foncez tête baissée, soyez complètement ouvert à ce qu'on va vous mettre dans le gosier, gobez, on boit les paroles, prenez un cours d'histoire, fermez votre gueule. Elle est géniale sa défense. C'est soyez complètement débile, ne questionnez rien et vous allez voir, c'est super. Ah bah ouais, ouais, d'accord. allez-y juste pour ça. Bah, vous allez prendre votre pied, c'est tout. Et puis donnez-lui de la force à ce film. Franchement, c'est beau. 5 millions d'euros. Il va presque dépasser les 300 000 entrées pour un film. Vraiment, je le redis, qu'aurait dû être totalement confidentiel. Donnez-lui sa chance. Et à la limite, si vous devez privilégier un film français, c'est pas le Astérix, c'est ça. Franchement, allez-y. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ciao Tommy. Bon, je vais... je me tâte... Non. J'allais dire, je vais peut-être vous lire ce que moi j'ai écrit après l'avoir vu, mais non. Je mettrai peut-être un lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller lire ma take personnelle sur ce film. Mais l'approche de Dirty Tommy est complètement flinguée. Enfin, c'est vraiment grave de pousser les gens à aborder le cinéma de cette façon-là. En particulier quand il y a un sujet historique qui a des enjeux politiques modernes, contemporains, avec Reconquête, toute l'extrême droite qui joue sur ce retour aux valeurs chrétiennes, judéo-chrétiennes, surtout chrétiennes, en opposition au grand remplacement, à la menace islamiste, et regarder nos banlieues qui ressemblent plus à rien, etc. C'est Philippe de Villiers, bordel. Je veux dire, il sait pas qui c'est en fait. Il a aucune idée de qui est Philippe de Villiers. Je ne m'explique pas les choses autrement. Donc bon, moi vraiment cette critique je la trouve complètement débile. C'est impressionnant. Donc bon, écoutez, allez voir le film. Il est disponible un peu partout. Vous pouvez l'acheter en DVD. Vous pouvez le trouver sur des plateformes légales, je pense. Sans doute sur le site du Puy du Fou. Sans doute que si vous allez un jour au Puy du Fou, vous trouverez le DVD dans la boutique des souvenirs. C'est certain. Il y a le streaming illégal, hein, on va pas se mentir. Vous pouvez allez voir le film. Je ne vois pas pourquoi on interdirait aux gens, on dirait aux gens de ne pas aller voir un film. Voyez le film. Mais surtout, ne faites pas comme il l'a dit. N'y allez pas en mode ah, c'est trop bien. Tu sais, prêt à gober de la merde et puis épique, frisson. Oh, il est bien. Ah, la République, pas bien. Du roi, super. C'est là qu'il y a un problème et la polémique, elle est justifiée à partir du moment où des gens réfléchissent comme Dirty Tommy. C'est-à-dire, oui, c'est justifié. Méfiez-vous, apprenez à considérer que le cinéma est un engagement, un point de vue,
un récit qui a des objectifs, des tenants et des aboutissants. Et sur des sujets comme celui-ci, forcément, il y a un enjeu politique. Et on peut pas le laisser à la porte et dire ça va, faut arrêter de tout politiser, putain, vous êtes lourd et tout. Non, non, je suis pas d'accord. Donc allez voir le film, faites-vous votre avis.